Et bonjour à tous, messieurs, dames. Encore une interview sur la chaîne de Decrypted, la deuxième après avoir fait celle de Tig. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Slix, le fondateur, créateur de Xelis, la blockchain. On en discutera, c'est un peu une blockchain particulière, projet que je vous ai Mhm. présenté notamment sur ma chaîne YouTube. Je suis accompagné de Star aux questions. Comment tu vas, Joe? Bah, ça va super, hein. J'avais très hâte, je suis très content de t'avoir, Slix. Depuis le temps que je te harcèle avec Pareillement. ça. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et du coup, je suis avec Slix, également créateur de Xelis. Comment tu vas? Hello, hello. Ça va et toi? C'est un plaisir Ouais. d'être ici, hein. J'espère que vous n'allez pas trop m'allumer sur les questions, mais voilà, Non. c'est un grand plaisir en tout cas. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Un projet que la communauté apprécie par ses caractéristiques un peu uniques. On va pouvoir en Mm. discuter. Et comme d'habitude, avant que l'interview ne commence, je vous invite à liker, bien sûr, si ça vous plaît, à vous abonner et à commenter si, bien sûr, il y a des questions qu'on a pu oublier. Slix, je vais commencer directement avec la première question. On va partir sur les basiques. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, ce qui t'a amené à créer Xelis et quelles ont été tes motivations à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bah moi, je suis passionné déjà par le développement depuis super longtemps. Quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire en fait. Du coup, j'ai commencé à faire plein de petits trucs, plein de petits projets perso, etc. Juste à bidouiller. Et en fait, grâce à ça, du coup, j'ai trouvé les crypto-monnaies, tout le Bitcoin, Monero, etc. J'ai commencé à en miner et je suis vraiment devenu fan. Donc, je suis vraiment rentré pour la tech en fait et surtout pour tout ce qui est minage et tout. Je trouvais ça super cool. Et du coup, pour ta question de pourquoi et comment Xelis est parmi nous désormais, c'était à la base juste un projet éducatif en fait, comme je fais habituellement pour m'entraîner, pour créer de nouveaux trucs à chaque fois. Et j'ai vite été rejoint par de nouvelles personnes, tout simplement, et elles m'ont dit là t'as un truc à faire en fait. Là t'as quand même des bonnes idées, t'as l'air de bien gérer, etc. On peut faire un truc. Du coup j'ai vite été rejoint, commencé à créer un Discord et en même pas 2 jours il y a une autre personne qui a rejoint, encore une autre, etc. Et du coup, Xelis est parti de là. En fait, à la base, c'était juste un projet perso pour le kiff, parce que j'avais envie de me dire, putain, j'ai envie de créer une blockchain. J'ai envie bah, voilà, de savoir comment ça fonctionne de A à Z, parce que je savais déjà comment ça fonctionnait avant, en ayant lu le code de plusieurs projets, etc. Mais je voulais juste me dire, ok, bah, la meilleure façon d'apprendre, c'est tout simplement de le faire soi-même, Mhm. à la main, et de tester, quoi. Voilà. Et du coup, c'est parti de là, en fait. Ok. Ok. Et du coup, au lancement, tu étais tout seul. Et là, actuellement, vous êtes combien? Pas du tout en fait. Vous êtes pas tout Comme seul. dit, c'était un projet perso, mais au Mhm. bout de 2-3 mois, j'ai été rejoint par Ezekiel, du coup j'ai 45. Ensuite, il y a Yar, qui est notre designer Figma, etc., qui nous a fait le logo, le design du site, statistiques, etc., du wallet et tout. Bref, notre designer en interne. Voilà, et du coup ensuite j'ai eu d'autres personnes, des amis et moi, qui m'ont aidé sur d'autres trucs comme EctoFR, Litervan. Il y a C. Chudan, du coup. Lui, il m'a pas mal aidé sur tout ce qui est cryptographie, etc. Mhm. Lui, il bosse actuellement pour Starknet. C'est une charmante personne en tout cas. Bref, voilà, Ok. c'est juste vraiment Putain. un truc open source quoi. J'ai demandé un peu d'aide à quelques personnes, des gens ont voulu contribuer, ils sont venus et ils ont lâché leur commit et voilà quoi. Et il y en a qui sont restés pour la team tout simplement. Mhm. Du coup, bah, pour le lancement, on était officiellement du coup quatre Ok. personnes à être 100% actives. Donc il y a Yar, il y a Ezekiel, G45. Je vais pas dire son pseudo en entier parce que s'est roulé la tête sur le clavier en fait pour l'écrire. Ok. Mais voilà, du coup, on l'appelle tous G45. Enfin, en Ok. tout cas, je l'appelle comme ça. Euh, voilà, et du coup, on est 4 personnes à temps plein. Et après, comme dit, il y a encore quelques autres personnes, dont une, j'ai oublié de mentionner, qui s'appelle Peaceweb, qui lui aussi a rejoint dès le début parce que je lui en parlais un peu. Je le considère comme un ami en fait, et on se connaît pas du tout IRL en fait. On vient C'est fou juste ça. d'un projet Mhm. commun et on est Mhm. partout autour du globe. On a des personnes dans l'Europe de l'Est, du coup Europe de l'Ouest, France pour moi. On a une personne au Canada et une personne aux États-Unis pour le coup. Donc Ok. voilà. Et donc on est
plusieurs actifs, mais les autres sont juste seulement là en renfort, quoi. Si on a vraiment Hmm. besoin, par exemple, s'il y a un bug ou si on a besoin de développer une feature en urgence ou quoi que ce soit, bah, je me permettrai de les appeler et de leur dire: «Ah, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, est-ce que vous pouvez venir pour faire telle ou telle chose?» Voilà. Ok, ok, intéressant. Hmm. Et du coup, ça, tu vois, typiquement, quand on présente Xelis, on dit souvent que le fondateur est français. De toute façon, c'est pas une surprise. Tu es sur le Discord Decrypted. Tu parles régulièrement avec les gens. Et est-ce que est-ce que tu vois le fait que tu aies plusieurs personnes de différents pays plutôt comme une force, hein? On sait que les projets français sont souvent catalogués de facto parce qu'ils sont Hmm. français. Est-ce que le fait d'avoir des gens qui n'étaient pas français avec toi, c'était quelque chose que tu voulais spécialement pour t'aider ou pas spécialement? Pas forcément, mais en fait, la diversité fait juste la force du projet parce que du coup, Hmm. vu qu'on a des personnes qui sont avec une time zone, enfin un décalage horaire de 6 ou 8 heures, bah, ça nous permet d'être actifs même la nuit, de pouvoir aider quoi qu'il arrive, etc. Et de développer en continu en fait, d'être tout le temps dispo pour le projet. Donc c'est véritablement une force, mais c'était pas la nationalité n'était pas un problème ou quoi que ce soit, fallait pas être forcément français pour être dans le projet ou autre, hein. Faut juste, en fait, c'est un projet open source comme n'importe lequel. Tu veux contribuer, tu viens et voilà, tu fais ta place, quoi. Ils sont un peu venus au bon moment et maintenant sont dans l'équipe. Mm. Donc oui, c'est une force et oui, c'est vrai que les projets français ont quand même une mauvaise réputation avec tout ce qui se passe. Mais je qualifie pas le projet de français parce que si demain je suis plus là, bah il y a plus rien de français en fait. Hmm. C'est juste moi et parce que je parle beaucoup en fait et je suis je dirais le plus actif parce que c'est le projet de ma vie en fait, donc je veux vraiment qu'il réussisse à 100%. Je me mets à fond dedans, je dors très peu, etc. Juste pour le rendre, pour être sûr que ça va fonctionner. Donc c'est clair qu'on me voit un peu comme à la tête du projet et que le projet est français, mais pour moi c'est pas français, c'est international, Hmm. c'est un projet décentralisé comme n'importe lequel. On peut pas dire que Bitcoin est un projet américain ou français ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'origine, il y a pas d'origine ou de Hmm. nationalité réelle pour ce projet. Hmm. Ouais, parce que au départ, dès que j'ai trouvé Exelis, c'est vrai que tu es parti sur une base où vous parliez tous anglais, tu visais pas du tout un public français, mais c'était plus parce que tu étais avec tes potes qui étaient un peu à l'international qu'une vraie volonté de viser un public en particulier, finalement, c'est ça? Ouais, en fait, parce que bah, dans tous les projets où je suis, à chaque fois, tu parles anglais, Ah, tu parles bah pas ouais. français. Hmm. Donc, et c'est la langue l'une des langues la plus parlée en fait. Donc, je me dis bah autant faire en anglais. C'est une des seules que je maîtrise le mieux. Donc, autant qu'on respecte un peu les standards des communautés. On parle en anglais et voilà. Et après, on crée des channels où les personnes peuvent créer leur petit channel perso pour les langues, leur propre langue, etc. Il n'y a aucun souci. Mais pour la communication, Ok. on reste en anglais. Comme ça, on a le public le plus large possible, en fait. Ok, je vois. Est-ce que tu veux peut-être qu'on brise cette idée reçue dès le départ avec ta PP? Du coup, ça vient d'une série, c'est ça? C'est C'est pas ça, du tout ouais, ta photo, tout voilà, à hein, fait. on est d'accord. Non, je Ok. cherchais une photo à me mettre, en fait, et à ce moment-là, je regardais la série Lucifer. Je Hmm. l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois, je crois. Ok, Et du coup, bah, vu que j'aime trop bien fan. Tom Ellis, du coup, la Hmm. personne, c'est Tom Ellis, ce n'est pas moi. Euh, Bah, je lui ai piqué son petit visage. Voilà. Ok, et c'est quoi cette volonté de pas se dox? Est-ce que c'est ton côté un peu cypherpunk? Est-ce que t'as pas envie qu'on te casse les couilles? En fait, Parce que... j'ai Ouais? juste pas envie que on dit ah bah lui il a fait telle étude ou quoi que ce soit. Tiens, faut viser sur la team en fait. Non, tu t'en fous. Moi, je suis juste là pour faire du code. C'est mon boulot et voilà. J'en ai rien à foutre en fait de qu'on dise ah bah lui putain c'est une grosse tête ou quoi que ce soit. Ah bah lui c'est un random, ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Hmm. Donc Je comprends. c'est juste en gros pour dire aux gens, bah, focusez-vous sur le projet, sur ce qu'on fait, la personnalité des gens, qui c'est, etc., etc. Ça change rien au projet en fait. On veut pas parler politique ou autre, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour un but commun, c'est la technologie et voilà. Hmm. Ok, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et moi, j'avais découvert du coup ton projet, je crois 3 semaines après le lancement. Et à ce moment-là, il y avait un gros FUD sur ton projet à cause de Dero. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire ton passé dans Dero?
Comme ça, en plus, on peut comprendre un peu tes expériences passées, tes compétences, et puis savoir d'où vient ce FUD et est-ce qu'il est légitime ou non. Bon, ça fait un moment, hein, mais comme ça, on revient, tu vois, parce que ça va ressortir. Allez, ça me va. Alors, Dero, c'est le projet où j'ai passé le plus de temps sur, sur toute ma carrière crypto, en gros. Quand je dis carrière crypto, c'est bah, du coup, quand j'ai commencé, je l'ai trouvé en janvier 2018. J'ai commencé à le Mhm. miner. Du coup, je l'avais trouvé sur Bitcoin Talk et j'étais en mode waouh! Cryptonaut, c'est déjà un protocole que j'apprécie énormément, donc le protocole de Monero. Il voulait faire en sorte d'avoir un bloc DAG avec des smart contracts du coup. Donc j'ai direct accroché au projet, les discussions, etc., le Discord. Au tout début c'était un Slack carrément. Ensuite il y avait leur forum, ensuite le Discord et du coup j'étais vraiment accroché à ce projet. Je me suis donné à fond, etc. Ensuite, je suis passé DCAB, donc en gros, c'est Dero Community Advisor Board Extended, parce que du coup, j'étais dans la deuxième version qui était 6 mois plus tard, un truc du genre. Et du Mhm. coup, en gros, on était un peu plus rapprochés à la team, donc à la fondation et au développeur principal, Captain. Et on était là en fait pour donner l'avis de la communauté, pour représenter la communauté. Donc c'est ce que j'essayais de faire un peu, etc. Je donnais mes ressentis et tout. On avait un channel privé pour le coup, donc on discutait surtout là-bas. Mhm. Après, je suis passé modérateur parce que du coup, j'étais tout le temps actif sur un vrai petit geek. J'étais tout le temps sur le Discord à discuter. Donc forcément, bah, t'as souvent des scams ou quoi que ce soit. Donc j'avais demandé à passer modérateur pour pouvoir bannir ces gens-là. Et en même temps, bah, vu que j'étais développeur et que j'apprenais, j'adore toucher à tout en fait et à apprendre. J'adore bidouiller pour apprendre de nouvelles choses. J'ai commencé un peu Mhm. à tenter de contribuer sur Dero. Le problème, c'est que bah, en fait, le code a toujours été réservé seulement à la team. On pouvait pas vraiment contribuer, etc. Même si je forçais. Et du coup, tout récemment, donc il y a peut-être 2 ans, ça a commencé enfin à s'ouvrir parce que du coup, ils ont sorti leur nouvelle version qui s'appelle Stargate, qui est en Mhm. gros d'Hero avec le chiffrement homomorphique, mais voilà, en gros. Et du coup, c'était un peu comme la version finale, quoi, la nouvelle grosse mise à jour avec les smart contracts, chiffrement homomorphique et tout. Et là, il était un peu plus ouvert à accepter des pull requests de la communauté. Donc, j'avais fait quelques bug fixes. Je m'intéressais énormément à tout ce qui était de la cryptographie, comment fonctionnait leur blockchain, etc. Et j'avais foutu quelques petits pull requests de sécurité, rien de bien méchant, mais des trucs par exemple, t'avais un moyen pour faire crasher tout le network avec juste un paquet en fait, qui te faisait côté quand tu le recevais en gros, tu recevais 2 téras de RAM et du coup ça te faisait planter n'importe quel serveur. Mhm. T'avais un autre truc où du coup tu pouvais DDoS un node à distance. C'était ciblé pour le coup. Ensuite, t'avais un autre truc qui te permettait un autre bug sur lequel j'ai fait une pull request, c'était en gros tu pouvais envoyer une fausse donnée au node pour avoir par exemple le nom du serveur avec le dossier où il se trouve, où est-ce qu'il tourne, etc. Et ça c'est quand même un truc sensible quoi. Maintenant Mhm. si tu le fais tourner sur ton propre PC et du coup dans le nom d'utilisateur t'as mis ton nom et ton prénom, bah t'arrives à dox quelqu'un avec ça. Du coup j'avais Bien fait sûr. un fixe avec ça. J'étais pas mal proche avec Captain du coup, que Mhm. j'apprécie toujours, même, et j'espère qu'il va bien. Mais j'ai plus de contact avec Dero depuis, je dirais, 2023 en début décembre en fait. Début Ok. décembre 2023 où du coup j'ai quitté tous les réseaux parce que j'étais complètement saoulé et en plus du coup j'étais à fond dans Xelis et on Mhm. commençait à me faire du food en mode ah bah tu lances ta propre blockchain alors que t'es chez Dero nanana et tout, t'as commencé à milk la communauté alors que je vois pas Ouais. du tout comment j'ai pu milk la communauté. Mhm. Voilà, du coup il y a eu pas mal de food et forcément il y a le fou de Twitter qui a commencé à m'attraper par le callback Mhm. avec en disant que j'avais une tête de rat, etc., en prenant la photo de Tom Ellis. Et j'étais en mode, mais il est con ou quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Bref, voilà.
Mhm. Du coup, j'ai eu pas mal de food en mode ah, ben c'est un fork de Dero, etc. Il a volé tout le code et en plus il met un dev fee, nanana. Bah Mhm. non, parce que si tu regardes, il y a rien qui a à voir. Il y a rien du tout. Là, ok, on a le seul mot en commun, c'est chiffrement homomorphique. Voilà. Mais on le fait pas Mhm. du tout pareil. On n'a pas du tout la même visibilité. On n'a pas du tout les mêmes objectifs en fait. Donc c'est complètement différent. Et même au niveau du code, il y a rien y a rien de pareil en fait. Ok, j'étais Mhm. chez Dero, ok, je suis fan du chiffrement homomorphique, ok, j'ai choisi ça. Mais par exemple, nous, on utilise le Twisted Elgama. C'est une autre implémentation qui permet d'utiliser les commitments, Pedersen commitment directement, et on a fait quelques autres petites modifs dans nos ciphertexts. Donc en gros, le ciphertext c'est la valeur chiffrée. Euh, donc ça peut représenter par exemple ta balance, le montant d'une transaction ou quoi que ce soit. Et on a essayé de le Mhm. réduire au maximum en utilisant des petites conneries comme ça pour que ce soit le plus léger possible dans une base de données en fait, en réduisant au lieu Mhm. d'utiliser 4 points, on en utilise que 3 avec un decrypt handle en fait pour dire pour réussir à déchiffrer rapidement des deux côtés. Bref, on fait des petites conneries comme ça. Là, je Ouais. suis désolé, j'ai travaillé toute la journée sur les smart contracts. J'ai plus du tout l'idée Ouais. de comment ça marche, mais voilà. Mhm. Donc Voilà, en t'as gros, perdu tout le monde, je pense. Mais ouais, j'ai arrêté d'aller là-dedans. De toute ouais. façon, il y a tout Mais sur la doc de Xelis, au pire. du coup, pour résumer, en fait, c'est juste que les gens d'Odero ont un peu la haine, que tu es attiré, peut-être une partie de leur commu parce ils se sont dit que Zélis, ça a l'air intéressant et le FUD, il vient juste de là, quoi, si j'ai bien Bah, compris. pour moi, c'est ça en fait. Ouais. Après, je sais que j'ai eu des différends avec certaines personnes, etc. Mais pour moi, ils sont juste, ouais, c'est juste de la jalousie, quoi. Parce qu'en Mmh mh. gros, G45, lui, il avait fait Dero NFT, c'était le site qui marchait le plus au moment de Dero, tout le monde était fan, etc. P-Swap, du coup, qui est aussi dans l'équipe Xelis, bah lui, c'est celui qui avait fait le premier Dero Dex, du coup, donc un Uniswap, mais pour Dero. Ensuite, Ezekiel, du coup, lui, il faisait des petites contributions à côté, mais c'était pas très connu en fait. Mais il était aussi contributeur, quoi. OK. Donc, OK. en gros, on est tous partis en même temps de Dero et bah, manque de bol, bah, du coup, il y a eu un Mmh. problème sur Dero avec leur problème de privacy. Donc, où en gros, tu peux déchiffrer toutes les transactions par brute force, même Ah ouais, et du OK. coup pouvoir faire avec les statistiques, savoir que bah, telle personne a envoyé ça, telle personne a reçu ça, Mmh. donc ta balance devrait être égale à ça. Et en plus, tu peux voir Mmh. tous les messages chiffrés, etc. Voilà. OK, pas ouf. Et bah, pour être honnête, comme un con, là-dessus, moi, je m'étais dit, ok, bon, Dero, ils ont fait ça, donc ça devrait passer de réutiliser la valeur R, donc le randomness entre deux chiffrements. Et c'est ce qui nous a niqué. Donc en fait, dès le début, dès qu'on a lancé Xelis, bah, une semaine après, en fait, la faille est sortie par Parker, Luc Parker, Mmh quelqu'un mh. qui a fond sur Monero et qui s'occupe de Serai Dex, je crois. Bref, et du coup, je l'ai direct contacté, j'en ai parlé et tout, et j'ai fait une annonce pour dire voilà, on est atteint de ça, mais nous on l'utilise différemment. Donc en fait, c'est pas toutes les transactions, c'était seulement, je crois qu'il y en avait à peine une quinzaine de transactions, un truc du genre, je crois, je sais plus du tout. Désolé si je me trompe, mais du coup, vu que c'était à peine au lancement, bah ça avait fait aucun dégât quoi. J'ai fait un Ouais. fixe en une journée, tac, on l'a push et voilà, c'était problème réglé, c'était de l'histoire Hmm, ancienne. Alors que là, chez l'Hero, bah, c'est toujours le cas pour le coup. C'est d'accord. pas encore réglé. Et du Ah coup, oui, OK. je leur ai fait une pull request en même temps que quand j'ai fait pour Xelis. Je l'ai fait pour Dero et ça a toujours pas été accepté ou quoi que ce soit. OK. Ok, Bonne c'est ambiance. surprenant. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose. Toi, de ton côté, tu es autodidacte dans l'apprentissage du code, tu as été formé, il y a des études particulières que tu as fait, alors même si Ouais, tu veux garder une partie de ta vie privée, ce qui est totalement compréhensible, tu es plutôt du genre, ouais, autodidacte, comment tu fais pour t'améliorer chaque jour et apprendre de nouveaux trucs? oui, alors je suis autodidacte, je me considère ainsi parce que du coup j'ai commencé la programmation à environ, attends,
12-13 ans, un truc comme ça. Du coup, en fait, comment j'apprends tous les jours, bah à chaque fois, je vois un truc et je me dis, bah tiens, je vais essayer de le refaire. Tiens, je vais essayer de créer ça. Tiens, je connais pas ça, je vais essayer ce nouveau langage. Et du coup, en fait, juste en bidouillant, en essayant tous les jours à programmer, bah c'est comme ça que t'apprends. En fait, c'est sur le tas, quoi. Mm. Et ensuite, bah oui, j'ai fait des études dans la programmation, mais c'était juste pour avoir des diplômes et me dire, bah voilà, j'ai un truc au secours. Si jamais je veux trouver un boulot ou quoi que ce soit, j'ai travaillé dans une entreprise, voilà quoi. Il y a pas, Ok. je sors pas de, enfin dans le monde de crypto, je sors de nulle part, mais sinon j'ai déjà eu un boulot, etc. quoi. Je suis pas à McDo. Mm. Bah, de nulle part, t'as quand même une expérience chez Dero, tu vois. Nous, on en dit que des projets où les gars sortent vraiment de nulle part. Toi, ça va, au moins. T'es pas dox, tu vois, mais on sait que t'as bossé là-bas. Et c'est déjà Ouais, beaucoup mieux mais que certains projets, c'était tu juste vois. la contribution publique en fait. Je faisais pas partie de la team ou quoi que ce soit. C'était juste bah, pour mon envie et parce que je voulais juste aider le projet à avancer en m'occupant des petites tâches que je pouvais ou les fixes ou quoi que ce Hmm. soit. Ok, ok, je comprends. Mm. Et du coup, t'en es venu à créer Exelis. Donc, au C'est ça. départ, t'as créé ça pour, comme tu l'as dit, pour étudier des choses, créer des choses nouvelles. Est-ce que ton but a changé depuis la création d'Exelis? Est-ce que tu as une vision particulière maintenant? Ça fait plusieurs mois que c'est lancé et tu continues de travailler dessus et il y a énormément de choses qui doivent arriver ensuite. On va en reparler un peu plus tard. Mhm. Est-ce que ta vision a changé? Est-ce que ton but reste toujours le même? Qu'est-ce que tu as en tête actuellement pour Xelis? Alors là, moi, je suis fixé. Les objectifs, c'est toujours pareil, et je suis toujours autant investi dedans. Donc dès que j'ai du temps libre ou quoi que ce soit, je dev à fond. Tu peux le voir avec les commits que je fais, etc. Moi, mon objectif, c'est simple, c'est de proposer une crypto-monnaie rapide. Donc la scalabilité avec le bloc DAG du coup, Mhm. un minimum de vie privée en fait, parce que du coup tu vas pas chez à la boulangerie et tu vas pas payer avec bah, par exemple Ethereum ou tes bitcoins, et du coup la boulangère elle va voir, oh putain t'as 50 000 euros sur le compte, quoi, fais chier, la prochaine fois je te braque, tu vois. Bah non, tu, t'as pas envie de que chaque personne voit ce que tu as sur le compte en banque dès que tu vas interagir avec eux. Donc là, c'est pareil. Mm. Je veux un minimum de vie privée sur la balance, sur ce que je dépense, etc. C'est pour ça qu'on a mis le chiffrement homomorphique en place. Et j'ai envie d'avoir des use cases en fait, que ce soit programmable. Donc les smart contracts qui sont le gros truc qui va arriver en fait pour Mm. 2025. Ouais, que tout le monde attend. Ouais. Tout le monde m'a Ouais, posé des questions là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça. Mais on va en reparler. Je vais juste revenir sur le bloc DAG, parce que je pense que c'est vachement important. Ce qui est ouais, intéressant, c'est que tu m'as dit que Dero était un bloc DAG, c'est ça? c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que les gens, ils pensent que Caspa a fait venir le bloc DAG, mais de base, c'était un truc qui était déjà sur IOTA ou un truc comme ça, non? Enfin, Alors, c'est vieux, en IOTA, fait. c'était un DAG en fait. Ah, c'était un DAG. Dero, c'est le premier bloc DAG, Ah ouais? mais un Oh la vache. consensus complètement différent de Caspa. Caspa, ils sont D'accord. venus et ils ont mis un bloc par seconde et bam quoi. Dero, eux, c'était sur Cryptonaut, donc Mhm. c'était un peu plus lent et du coup, ils étaient à du 9 blocs par seconde. Ça marchait super bien et c'était sur l'ancienne version, sur la version Atlantis qui était Cryptonaut. Et en fait, bah, le bloc DAG, ils l'ont tout simplement dégagé pour le chiffrement homomorphique et pour la version Stargate Ah, en fait. Voilà. ok. Et Mais du coup, en fait, t'as- ils ont enlevé Mhm. le bloc DAG parce que c'était trop lourd avec le chiffrement homomorphique. Ok, mais tu viens de dire 9 blocs par seconde, tu veux dire un bloc par Non, toutes les non, 9 non, secondes. un bloc toutes les 9 secondes, exactement. Voilà, ouais, Pardon. ouais, on est d'accord. Ok. Ouais, Ok. pardon. Et du coup, tu t'es dit, en fait, Dero, ils ont abandonné le bloc DAG, ils veulent faire de la privacy. Est-ce que je peux pas faire les deux en même temps, c'est ça? C'est ça. Moi, en fait, Ouais. ça sert à rien d'avoir une crypto-monnaie qui va prendre 30 secondes ou 2 minutes à chaque fois pour faire la moindre confirmation ou autre. Ça sert à rien. Les gens, ils veulent quelque chose bah, comme la carte bancaire. T'es au TPE, tu mets la carte bancaire dessus, tac, Bah, c'est c'est bon, ça. c'est accepté, bah voilà, c'est fini. T'as pas besoin Ouais. d'attendre avec le mec qui te regarde dans le blanc des yeux en te disant putain, C'est ça. quand ça vient, quoi. En vrai, 9 Pourquoi j'ai secondes, c'est accepté long, hein. ça?
Des fois, quand c'est un peu long, la carte bancaire, c'est gênant. Ouais, ouais. Ouais, Là, ouais. c'est pour ça casse pas, eux, c'est vraiment l'argent numérique en fait. Parce Mm, qu'en une seconde, bah voilà, t'as le truc, il est confirmé, merci, au revoir. mm, mm. Donc ce sera le but de Xelis aussi de réduire le block time. Mais pour l'instant, en fait, on l'a lancé à 15 secondes parce que j'ai pas envie d'avoir des blocs vides et de bourrer la chaîne avec que des blocs vides et du coup après elle fait déjà Ah, 50 ouais. gigas dès la première année alors qu'on n'a Mm, pas énormément d'utilisation. Bon, on a eu quand même notre petite hype, donc je m'attendais pas à ça. Mais mm, mm. pour moi, c'était, bah voilà, il va y avoir une cinquantaine de mineurs au début du lancement, et voilà, on va faire notre truc tranquille, ça va être cool et tout. Et en fait, non, on a eu une énorme hype dès le début. Moi, j'étais paniqué en Mm. plus, parce que du coup, on a eu, je sais pas combien de, je crois, on a eu plus de 3 à 4 000 nodes qui se sont Wow. connectés dès la première seconde. J'étais en Oh mode, là là. ah ouais, quand même, il y avait je sais pas combien de mineurs aussi, le Discord il était en feu, Mm. j'ai paniqué parce que du coup, en plus, je crois, on se prenait des attaques DDoS parce que du coup, il y avait des serveurs qui répondaient plus, etc. Ou t'en avais juste qui étaient écrasés sous la pression des reconnexions et tout. Donc j'avais vite recodé le protocole peer-to-peer en durant la soirée et la nuit. J'avais pas dormi pendant les 3 premiers jours du lancement. J'avais fait pas mal de fixes pour tous les trucs, etc. Parce que je m'attendais pas à autant de monde en fait. Je Bah m'attendais, bah ouais. voilà, ça va monter progressivement. Mais en fait non, il y avait juste trop de monde et en fait tout le monde restait silencieux à chaque fois et ils ont tous débarqué au dernier moment et bam quoi. Mm, mm. Donc la vraie panique, mais on s'en est super bien sorti en vrai. Mm. Hmm. C'est vrai. Et du coup, ça, tu vois, tu parlais au tout début que Xelis avait réussi à faire ce que Dero n'avait pas réussi à faire, avait échoué. Et c'est quoi le catalyseur qui a fait que tu as réussi à faire un bloc DAG en FHE? Qu'est-ce qui... Mm. Alors, on va peut-être, si jamais c'est trop technique, n'hésite pas à vraiment faire abstrait pour qu'on garde les Ouais, gens et s'il te que ça plaît. soit un peu facile, parce que c'est pas toujours facile à comprendre dans la documentation de Ouais. Xelis, il y a des choses qui sont très techniques, Mm. mais c'est quoi le catalyseur qui fait que tu arrives à faire ce que Dero n'a pas réussi à faire? Euh, Alors déjà, je dirais, c'est les ZK-proof. Déjà, chez Dero, ça prend en moyenne, je dirais, 25 à 30 millisecondes au minimum. Des fois, ça peut même monter jusqu'à 200 millisecondes pour certaines transactions, ce qui est énorme. Donc, en fait, bah, plus tu as des transactions, plus ton bloc il va être lent à vérifier et en plus, bah, voilà, ça va être galère. Le problème avec un bloc DAG, c'est que du coup, à chaque fois, bah, dès que tu as un nouveau bloc et du coup le DAG va se réorganiser, et bah, tu vas devoir supprimer ta précédente organisation, donc l'ordre par exemple de bloc A, B, C, D, E, et bah, du coup il va peut-être changer en D, C, B, A, un truc comme ça. Bah, tous les blocs, tu vas devoir les supprimer, leur changement être supprimé également, et tu vas devoir réorganiser de nouveau. Donc tu vas devoir réexécuter à chaque nouveau bloc toute la liste de blocs qui n'a pas été confirmée à chaque fois. Donc bah, avec le chiffre homomorphique, ça peut être assez lourd. Donc quand tu as des proofs qui prennent je sais pas combien de temps, c'est à chaque fois tu dois les revérifier, les réexécuter, etc. Bah, elle va jamais avancer ta chaîne en fait. Euh, donc Mhm. on a réussi à descendre avec le batching. Donc en gros, on met énormément de Mm. transactions ensemble et on les vérifie en une seule fois. Donc du coup, on arrive à environ 0,40 voire 0,39 millisecondes au mieux par vérification, donc par transaction à chaque fois. Donc on gagne énormément de temps là-dessus. Le bloc DAG est ultra léger en fait, donc il prend peut-être 1 à 3 millisecondes pour se générer et vérifier et s'enregistrer dans la base de données du coup. Euh, voilà, et également le chiffrement homomorphique en fait. Alors tu as dit FHE, mais on n'est pas FHE, on est seulement HE, parce que du coup fully homomorphic encryption, ça veut dire qu'on peut faire des comparaisons, des multiplications, divisions, etc. avec les autres chiffrés. Ici, c'est pas le cas. Nous, en fait, dans une blockchain, bah, tu vas juste ajouter à un compte et retirer de l'autre compte. Donc, on a seulement besoin du plus et du moins, donc on n'a pas besoin du fully homomorphic encryption. Donc on peut avoir des schémas des schémas ouais, beaucoup plus rapides. Donc Elgamal qui est le meilleur parce qu'au début on en a étudié pas mal. Et en fait, pour une exécution, donc pour une addition ou une soustraction par exemple, on le fait en 1 microseconde, un truc comme ça. C'est ultra rapide. Mm.
Donc en plus avec le Twisted Elgama, et bah du coup c'est beaucoup plus simple pour les proofs parce que du coup on est compatible directement, on n'a pas besoin de faire une proof intermédiaire pour valider les ciphertexts ou quoi que ce soit. Donc on gagne de l'espace et on gagne du temps de vérification. Je crois que je suis en train de perdre tout le monde, mais Ça va. On commence à avoir l'habitude, t'inquiète. Il n'y a pas de ouais. souci. Ça devrait être ok. Mais du coup, pour synthétiser, sur Xelis, grosso modo, vous avez pris le meilleur du FHE, vous avez enlevé ce qui vous servait pas, ce qui permet déjà de faciliter le travail, Ouais. et vous avez grosso modo optimisé la charge de travail, la taille des transactions, etc., pour essayer de combiner le meilleur des deux mondes et avoir un truc qui est pas totalement du FHE, mais qui a les mêmes caractéristiques pour ce que toi tu veux en faire et qui permet d'être rapide parce que toutes les transactions sont vérifiées en un seul batch, d'un seul coup, et ça permet de gagner en rapidité, grosso modo. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on a pas mal de cache, etc. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'à chaque fois recalculer des données. En fait, on les garde juste en cache, on vérifie que c'est bon, et tac, on les reprend, en fait. On a pas mal de trucs comme ça. Quoi d'autre? On a ah oui, aussi l'elliptique curve. Donc, celle-là, elle Oula. est complètement différente. En Oula. gros, sur Hero, c'est BN256. Nous, on utilise en gros les ristretto point Bien avec sûr. la curve 22592. 22529, un truc comme ça, je l'ai plus en tête. En vrai, il pourrait inventer que je ne saurais pas, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, on a des changements comme ça, et aussi le plus gros changement en fait, et bah là c'est à notre avantage pour le coup, et on c'est en gros Dero, bah eux ils ont un système de ring. Donc en gros, t'as par exemple, bah toi tu vas faire une transaction à OX aigri, on va le dire à la française, et bah du coup sur Xelis, toi, tu vas voir que, enfin, moi, je vais pouvoir voir que toi, tu as envoyé une transaction à une autre personne. Par contre, sur Dero, tu peux pas, parce que du coup, tu as les rings. Donc, en gros, ça va être plein de chiffres de comptes qui vont être update, qui vont être mis à jour avec un zéro chiffré. Mais sauf que tu peux pas savoir qu'il est chiffré, qu'il est égal à zéro. Donc, tu peux pas savoir qui a vraiment envoyé, qui a vraiment reçu, etc. C'est mélangé. C'est obfusqué dans un ring, en fait. Et Obfusqué. du coup, bah, pour chaque personne, et ben du coup, tu dois avoir une proof, une ZK proof pour le coup, et tu dois faire des opérations homomorphiques. Et donc ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc Oui. c'est pour ça on est plus rapide, parce que nous, on n'a pas besoin en fait. J'ai pas envie que, et pour le moment, j'ai pas envie de cacher l'envoyeur et le receveur d'une transaction. Et ça nous permet aussi de garder une grande marge au niveau de la scalabilité. D'accord. Parce que Ok, du coup, je vois. t'as plein d'issues comme le front running, etc., qui peut arriver. J'en ai parlé dans la documentation. J'ai essayé de le présenter le plus simplement possible. Ou en gros, bah, avec le bloc DAG, ça peut être encore pire, quoi. Donc voilà, je vais éviter de trop en parler, parce que je pense que là, tout le monde a dû quitter la vidéo. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu disais que par rapport à Dero, ce que tu as réussi à faire, c'est batcher les transactions, les ZK-proof. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un pote qui bossait à Starknet. Et je trouve Ouais, ça vachement intéressant parce que c'est ce que fait un layer 2 Starknet. Non? oui. Ou pas du En tout? fait, Oui, hein, c'est ça? je m'y connais pas assez à Starknet, mais du coup, des fois, quand je parle avec lui, il m'en parle énormément. Il adore ça. Il est en train de travailler sur le sequencer ou un truc du genre. Et du coup, lui, il bosse pas mal dans tout ce qui est optimisation, etc. Et c'est lui qui s'est occupé de la grande partie en fait de la cryptographie de Xelis, parce que du coup, moi, je sais que voilà, je connais un minimum, mais je me sens pas capable de tout coder de A à Z, etc. J'ai besoin d'être épaulé, parce que j'ai pas envie de faire de la merde ou quoi que ce soit, parce que tu vas quand même avoir de l'argent en jeu. Ouais, Du coup, bien sûr. je l'ai mandaté, et voilà. Et du coup, en gros, j'étais aussi intéressé par leur VM de Starknet, Cairo Ah VM. ouais? Ok. Ouais. Mais du coup, avec le bloc DAG, ça sera pas possible. Parce que du coup, Ah. vu que les données vont changer à chaque fois, ce que fait Cairo VM, de ce que j'ai compris, c'est elle va générer une proof qui, en gros, bah, par rapport aux données que tu as reçues, et ben du coup, ça prouve que voilà, l'exécution, c'est tel truc, donc t'as pas besoin t'as pas besoin de la réexécuter, t'as déjà la preuve que ces données qui t'ont été envoyées avec, bah c'est les bonnes, quoi.
Sauf qu'avec sur Xelis, vu que tu as un bloc DAG, si maintenant ton bloc il est réorganisé, bon, donc ta transaction en gros elle est exécutée avant ou après une autre transaction, que l'ordre change, du coup, bah, les données vont plus du tout être pareilles dans le smart contract. Donc en gros, si on utilise Cairo, la proof serait invalide, il faudrait à nouveau la refaire, donc ça prendrait du temps, donc ça sert à rien en fait. On va devoir juste la réexécuter à chaque fois. Donc on fait notre propre VM, quoi. D'accord. C'est quoi comme langage que vous avez? Pour Pour, la VM, enfin pour les smart contracts, tout ça, vous êtes en quoi? Du coup, je suis en train de créer notre propre langage qui s'appellera Silex. Donc toujours pour avoir la OK, petite blague avec l'anagramme, quoi. toujours. Euh, voilà. Et en gros, ce sera fortement inspiré de Rust. Parce que du coup, Xeli, c'est entièrement codé en Rust et c'est aussi un des avantages par rapport à Dero, vu que lui, il est Mmh. en Golang. Ah, il est en Go? Attention, Ah, il y a de très bonnes performances en Go aussi, mais c'est juste, ouais. en gros, en Go, Il y a pas de dev? c'est Non? pour coder, si, mais c'est juste pour coder beaucoup plus rapidement, en fait. En Rust, D'accord. la courbe d'apprentissage est un peu plus dure quand même. On va pas se le cacher. Parce que c'est OK. une autre façon de coder. T'es obligé de coder proprement, quoi. Ouais. Mais, Solana est en Rust, donc, il y a quand même pas mal de dev, Oui, non? Ouais, on est oui. d'accord. OK. Et du coup, ces smart contracts qui arrivent, en 2025, si j'ai bien compris, ils vont bénéficier de tout ce PHE, ou ce HE comme tu veux. Et qu'est-ce que ça pourrait être comme use case? Qu'est-ce que tu verrais venir en fait sur la L1? Alors, pour la première version des smart contracts, je préfère avoir, bah, pas une black box, donc en gros pas de OK. PHE pour le début. Mmh. Ça arrivera plus tard, mais du coup, bah, ce sera tout ce qui est possible, sur Ethereum, mais en mieux, et au moins tu pourras, bah, avoir ta petite vie privée à côté, quoi. Tu auras pas peur d'interagir avec ton compte principal directement. Parce que du coup, Mmh bah, mh. tes balances avec tous tes assets, et cetera, ils seront entièrement chiffrés. Il y aura que toi qui va savoir que, tiens, toi tu as du PP, toi tu as du Dodge, toi tu as du Xelis, et cetera. Personne pourra le savoir. C'est là au moins tout restera privé. Et une fois que c'est sorti bah, d'un smart contract, personne pourra le tracer. Donc ça peut être pas mal pour tout ce qui est, bah, par exemple, je sais pas, si de la tokenisation je sais pas, d'immobilier ou autre, bah, on pourra pas savoir que, bah voilà, toi tu détiens ça en fait. C'est pas possible. On peut savoir que, tiens, tu l'as peut-être détendu durant ta période, mais on sait pas combien t'en as de tokens ou autre. Donc ça peut rajouter juste une vie privée autour de l'écosystème de Ethereum, mais du coup sur notre propre chaîne, quoi. Mmh. OK. Hmm. Et donc, du coup, une deadline pour les smart contracts. Ah la sauce. Alors, Alors, sache que tu es en crypto. En crypto, tu as le droit d'avoir 6 mois de retard sur la Ouais, ouais, timeline. c'est accepté. c'est pour ça que je donne rarement des deadlines en fait, parce on dev juste tous les jours et voilà quoi. On n'a pas envie d'avoir la pression de n'importe qui va venir à chaque fois. Ah, ça vient quand? Ah, c'est bientôt le jour. Ah, il reste 3 jours. Ah, il reste 2 jours. Non, 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 comme ça. Ça te fout la pression et du coup tu codes pas proprement, t'es pas tranquille et tu vas certainement faire des bourdes ou quoi que ce soit. Donc je me dis, en vrai, une estimation, c'est, je pense, Q1 2025. OK. Ce sera sur D'accord. testnet à 100%, mainnet c'est 80%. OK. Intéressant. Je pense que ça suffira aux gens. Voilà. Euh, on, on va essayer de revenir rapidement sur le PHE, le FHE, donc la Fully Homomorphic Encryption, quand c'est le FHE et Partial Homomorphic Encryption dans le cas de Xelis. Est-ce que, enfin, quel rapport toi tu as avec le FHE, le PHE de manière générale? Qu'est-ce qui t'a amené à le découvrir et qu'est-ce que tu y trouves d'intéressant dans cette technique, dans cette technologie? Mmh. Pourquoi avoir fait ce choix-là quand tu aurais pu avoir d'autres technologies de privacy? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du MPC, du ZK, ce genre de choses. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré quand tu l'as découvert? Alors, comment je l'ai découvert? Bah, du coup, j'en entendais parler parce que du coup, Dero était dessus. Ensuite, j'avais vu qu'il y avait des papers qui étaient sortis.
commeZether, PGC et encore un autre dont j'ai oublié le nom. Du coup, je lisais pas mal de ces papiers-là, donc des scientifiques, etc., qui expliquent, voilà, on pourrait faire telle ou telle chose avec le chiffrement homomorphique sur une blockchain ou autre, et que du coup, ils t'expliquent même avec les ZK-proof et tout comment créer le truc en gros. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'en fait, du coup, Xeli, c'est en account model. Donc, en fait, chaque wallet, c'est un compte unique sur la blockchain qui est enregistré, etc. Donc, ce qui veut dire, par rapport à Bitcoin, maintenant, la blockchain, je crois, elle fait 500 gigas, un truc du genre. Si tu as vraiment envie d'avoir ton wallet 100% décentralisé sans dépendre d'un site quelconque ou d'un node quelconque, tu vas devoir synchroniser toute la blockchain pour trouver toutes tes transactions à chaque fois, et du coup, ça peut te prendre énormément de temps. Euh, Ça, c'est pour l'utilisation dans la vie de tous les jours, c'est embêtant, quoi. Parce que tout le monde est adapté maintenant, est habitué, pardon, d'avoir par exemple l'application, je sais pas, Crédit Agricole, BNP Paribas ou autre. Ils ouvrent, tac, ils voient leur compte directement, les transactions et tout. Donc ça, c'est un gros point c'est un grand avantage parce que c'est compatible du coup avec le chiffrement homomorphique. Vu que le chiffrement homomorphique, on l'utilise en ayant une balance qui est sauvegardée sur la blockchain, et à chaque fois, on va juste faire des additions ou des soustractions sur cette balance. Et du coup, l'utilisateur, lui, il a juste à récupérer cette balance-là qui est stockée de manière chiffrée sur la blockchain et de la déchiffrer dans son wallet. Donc en gros, en 3 secondes maximum, tu connais déjà ta balance finale, tu connais toutes tes transactions, etc. parce qu'elles sont toutes enregistrées sur la blockchain et elles sont toutes liées à la balance. T'as pas besoin de scanner toute la blockchain d'un coup en fait et d'attendre 3 plombes à chaque fois. Tu l'as, t'ouvres l'application, voilà, t'as tout qui est fait, t'as tout qui est dispo. Et de manière 100% décentralisée. Tu dépends pas d'un site ou quoi que ce soit. Ouais. Je vais peut-être l'expliquer pour le commun des mortels, hein, parce que Vas-y, c'est bien un sûr. peu complexe. Mais en fait, du coup, Bitcoin, c'est UTXO, le modèle, c'est ça. C'est ça, Ethereum, ouais. c'est account. Et quand tu es Ouais, en UTXO, il faut recalculer tout l'historique qui a été fait sur cette adresse pour c'est savoir ça. le solde à la fin, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de compte, il n'y a pas de. C'est ça. C'est pas comme Ethereum Exactement. où tu as un compte qui évolue petit à petit avec des additions comme tu racontes. C'est ça. Oui. Ok. Je voulais revenir par rapport, parce que demain, on va avoir une interview avec Zama. Oh. C'est quoi ton avis sur Zama? Enfin, est-ce que tu as, je sais pas, ils font du Euh, FHE? Mhm. Ouais, ils font du FHE. Du coup, je les connais de nom, mais j'ai pas vraiment regardé. Ils font pas mal de conférences. Dernièrement, ils ont fait une conférence à Paris. J'ai eu quelques connaissances qui y sont allés. Ils ont parlé un truc FHE en Rust, quoi. Mhm. J'ai pas eu Ouais. la chance de pouvoir y aller, mais du coup, je les connais que de nom en fait. Je peux pas dire grand-chose sur eux. Je les connais juste aussi grâce à Reddit, parce que du coup, quand je faisais mes recherches pour tout ce qui était cryptographie, etc., je suis tombé sur leurs posts comme quoi ils mettaient en avant leurs solutions. Mais je peux pas dire quoi que ce soit. Je sais qu'ils sont français, Ouais, donc c'est enfin un projet prometteur français. tout à fait. Mais voilà, Mais, désolé, je peux pas commenter sur Zama pour le coup. mais du coup, eux, ils vont mettre en place plein d'outils pour le FHE. Est-ce Mhm. qu'un jour, tu te verrais les utiliser, les incorporer, ou est-ce que tu préfères avoir ta solution et puis ça dépend aussi des résultats, je pense. Si y en a une qui est peut-être plus importante, plus Faut intéressante que l'autre. En fait, si tu peux pas faire mieux, ça sert à rien de réinventer la roue en fait. Donc, Ouais. s'ils proposent la meilleure des solutions au moment où on en aura besoin, bah forcément on va l'utiliser si ce sera disponible. Mhm. Euh, Après, à voir si ça rentre vraiment dans ce qu'on souhaite faire, parce que du coup, tu as toujours en fait, t'as toujours des contraintes et des avantages. Donc, ça va juste être par rapport à nos choix stratégiques, si on souhaite, si ça match pour nous ou pas, quoi. Donc, tout Ok. dépendra de la solution finale et il faudrait que je regarde ce qu'ils proposent exactement pour pouvoir dire oui ou non, en fait. Voilà. Ok, je vois. Euh, du coup, de base, tu as accepté. Enfin, quand tu as lancé la L1, tu as accepté les CPU et les GPU ou que les CPU? C'est ça. Non, CPU et GPU. C'est le but depuis CPU. le début et c'est le but jusqu'à la fin des temps. D'avoir les deux devices en même temps sur le network. En gros, Ouais. l'algorithme doit être égalitaire, en gros. Donc n'importe quel device peut venir sans avoir une efficacité meilleure que quelqu'un d'autre. Donc ici actuellement, on est dans un range de 2 à 3 maximum, quoi.
Les CPU peuvent miner tout comme les GPU ensemble sans souci, et pour l'instant ça tient. Mais c'est ça que je me suis toujours demandé parce que dans ma tête, les CPU sont toujours moins puissants que les GPU. Et comme tu fais de l'encryption, comment est-ce que eux ils participent? Tu vois? Mhm. En gros, il faut se détacher la blockchain et le proof of work. C'est, on va dire, deux trucs différents. Tout ce qui est blockchain, base de données, le chiffrement homomorphique, etc. Tout ça, c'est exécuté du coup par le CPU du node. Donc là où la blockchain est stockée, là où tu as tout ce qui est les connexions, etc. Alors que le mineur, lui, il va simplement avoir une template, donc un bloc template, et on va lui demander, bah voilà, trouve-moi la solution pour telle difficulté. Donc la difficulté est égale à 1000, donc tu dois me trouver un hash qui est en dessous de 1000, en gros. Et du coup, le mineur, il va juste faire une boucle avec tous ces threads du coup sur un CPU et pareil pour un GPU en fait, jusqu'à qu'il trouve le hash qui soit valide pour cette difficulté. Donc il n'y a rien à voir avec le chiffrement homomorphique ou quoi que ce soit. Ce qui est un peu dommage parce que du coup c'est un peu de la puissance perdue pour le coup, mais c'est complètement séparé. Donc le proof of work, notre algorithme qui est Xelis HV2, en fait il se base énormément sur les accès mémoire. Et vu que les CPU ils ont un bon cache qui est super rapide, et ben ils arrivent à battre enfin pas à battre, mais à tenir et pas être trop loin dans la course avec les GPU quoi. Ok, je comprends. Très Ok, clair. donc les GPU et les CPU font pas exactement le même travail, de ce que je comprends. Ils En font le tout même cas, travail, juste que ok. du coup, vu que c'est à peu près la même vitesse pour les accès mémoire, parce que du coup, le CPU qui lui a son propre cache, bah, c'est ultra rapide pour le CPU d'aller chercher la mémoire, de la récupérer, de faire les calculs, etc. Alors que pour le GPU, c'est toujours un peu plus lent. Ok. C'est pour ça qu'on a différentes mémoires et qu'à chaque fois on augmente en fait je vais dire de nouvelles versions. En gros, on passe de GDDR5 à GDDR6 en X, en HBM2, etc. Plus la bande passante de la mémoire et plus elle est haute et plus la latence est basse, plus ton GPU est rapide en fait. Plus il pourra avoir accès aux données rapidement, il n'aura pas besoin d'attendre et de bloquer ces threads qui vont calculer le hash sur la mémoire en gros. Donc Donc, nous on se base sur ça pour l'algorithme et du coup vu que le CPU est suffisamment rapide avec le cache, ils arrivent à maintenir une certaine distance avec les GPU ok. tout simplement. Donc vous avez, ouais, donc tu as optimisé pour que les CPU soient compétitifs et que les GPU soient pas bridés, mais qu'ils aient leur performance classique, quoi. C'est ça. Ok, intéressant. Vas-y, hein, si tu as une question, Tom. C'était C'est ça. tu peux enchaîner. En fait, moi, je voulais revenir sur un truc parce que j'ai oublié de poser la question. En fait, tu t'es limité à 15 secondes de block time pour pas Ouais, surcharger du coup parce qu'il faut. C'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais tous les nœuds doivent sauvegarder la blockchain, donc c'est ça ça. devient rapidement très lourd. À ton avis, qu'est-ce que toi tu pourrais offrir si tu t'en foutais de ça, tu vois, si vraiment tu pouvais tout lâcher, combien tu pourrais faire de block time? Combien tu veux? Dis-moi que t'as une limite quand même, faut pas. Est-ce À que la tu pourrais limite, faire que tu casses pas, quoi, tu vois? ouais, ça on peut le faire. Ouais? Même en Ouais, on étant peut le faire. encrypté? Ouais, le seul problème, c'est qu'on aura un peu plus d'orphanet block en fait, parce que Mmh. Caspa, eux, ils arrivent à intégrer quasiment la totalité. Des fois, il y a des petits chouïas qui passent outre, mais ils arrivent à vraiment inclure tous les blocs qui ont été trouvés. Sauf qu'ils les récompensent pas, donc je pense qu'ils comptent quand même comme des orphanet blocs, même s'ils sont valides, un truc du genre. Nous, pour le coup, on paye tous les blocs. Sauf ceux qui sont vraiment incompatibles avec le bloc DAG, eux, c'est vraiment des orphanets blocs, on va pas les partager au réseau ou quoi que ce soit quand quelqu'un va resynchroniser. Pour calculer pour calculer en gros le max du max block time qu'on pourrait faire, pardon. J'avais lancé le node par exemple en local, donc c'était vraiment c'est tout pourri comme test, mais ça donne une idée de à quel point le bloc DAG est rapide, etc. avec un mineur. J'étais à du
3000, 4000 blocs par seconde, mais sans transaction en fait, et en local. Du coup, t'as pas toute la Bah oui. latence géographique avec du coup bah, tout le peer-to-peer, etc. Ouais. C'est vraiment tu pousses au maximum les la création de blocs. Donc là, c'est vraiment tout le CPU en fait qui est bridé pour le coup, parce que lui, il va travailler à fond pour à chaque fois trouver, valider un bloc, l'organiser, générer le DAG et ordonner tous les blocs à chaque fois. Là, du coup, je pense que en vrai de vrai, un bloc par seconde, faudrait tester en version simulée, du coup, avec un vrai environnement de testnet pour être sûr. Mais 5 secondes, c'est largement possible. 5 secondes par bloc, c'est largement possible en tout cas. Ok. Une seconde, j'ai juste envie d'être sûr parce que j'ai pas envie de dire de conneries, donc Bah faudrait ouais, faire des tests je en peux testnet, comprendre. quoi. Mais pas de souci. Ok. Et récemment, du coup, j'ai vu qu'il y avait le balance proof et ownership proof. Ouais. Donc en fait, c'est des preuves. C'est quoi? J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que tu peux du coup montrer que tu es le propriétaire d'une balance, ou de montrer que tu as en particulier une balance précise. Et c'est quoi le use case? Est-ce que c'est pour être proche de la régulation? Comment tu verrais ce use case-là? Que je trouve vachement intéressant pour le coup. Si tu peux expliquer Ah, d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est clair. effectivement, c'est super pour tout ce qui est régulation, parce que si maintenant demain on te demande, t'as le choix entre, bah voilà, tu donnes ta clé privée et ils voient toutes tes transactions, ils ont accès définitivement à ton wallet, etc. Ou bien tu donnes seulement une proof pour dire, bah voilà, regardez, je vous montre que j'ai seulement, par exemple, 10 Xelis dans ma balance, j'ai pas plus, voilà. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Donc en gros, la balance proof, elle va te permettre de prouver n'importe quel asset. Donc pas seulement Xelis, ce sera tous les tokens qui vont être futurement créés ou quoi que ce soit. Et oui, c'est pour être principalement dans la régulation, mais aussi, bah, par exemple, plus tard, quand ça aura été audité, etc., et que ce sera vraiment sur le mainnet, ça va permettre aux gens, bah, pour le dev fee wallet, par exemple, de prouver, bah voilà, regardez, toute la totalité de notre balance, bah voilà, c'est ça. On n'a pas acheté, on n'a pas vendu, on n'a pas fait de transfert ou quoi que ce soit. Après, la deuxième balance dont tu parlais, qui est ownership proof, celle-là, ça permet de prouver que tu as au moins un, ou un n'importe quel, en gros n montants de ta balance disponible. Donc par exemple, tu as une balance de 10 000, mais tu veux prouver que tu en as au moins 50 dedans, bah, tu peux faire une ownership proof pour dire, voilà, j'ai 50 Xelis dans ma balance. Et ça peut être utile bah, dans la tokenisation ou quoi que ce soit. Euh, Par exemple, pour dire, bah voilà, moi je suis propriétaire de telle voiture ou tel appartement, etc. Je peux vous le prouver sans vous dire combien j'ai de parts ou de ce genre de choses. Et en fait, l'avantage avec l'account model, du coup, c'est que la balance va être à chaque fois, enfin la balance, dès qu'elle est mise à jour, donc que tu as fait une transaction sortante ou que tu as reçu une transaction entrante, bah, les balances vont être mises à jour, et du coup les proofs, les ZK proofs, donc balance proof et ownership proof, vont être entièrement comment dire outdated, donc plus disponibles quoi. Ouais, dépassé, ok. Je vois. Ok, donc tu vois, récemment, on a eu, alors je sais pas si tu as suivi spécialement ou pas, mais on a Circle qui a annoncé son nouveau standard de token orienté privacy. Je sais pas si déjà tu as suivi Ah ça de ton côté. non, j'ai pas suivi, j'ai la tête dans le Donc, code, du coup je suis pas trop les news. il n'y a pas de problème. Mais du coup, tu vois, ils ont donc annoncé qu'ils lançaient leur ERC20 privacy. J'ai pas le temps de me plonger à l'intérieur dedans, mais un des avantages qu'on pourrait donner à Xelis par rapport à Circle, c'est que finalement, sur Xelis, on est certain que personne n'a accès, parce qu'au final, si le standard de token est chez Circle, est-ce qu'il n'y a pas quand même des doutes qu'au bout d'un moment, la régulation vienne taper du poing sur la table, ou qu'il y ait des backdoors, ou ce genre de choses? Est-ce que ce serait pas un moyen de s'assurer que c'est vraiment permissionless, justement, l'honor proof et la balance proof, comparé à des solutions comme Circle? Ouais, si, tout à fait. Après, je sais pas comment ils font leur privacy, comme tu dis. Faudrait que j'aille voir dans le code, mais bon, des backdoors, j'en doute. Dans la cryptographie, c'est quand même assez rare maintenant. Tu as suffisamment de personnes indépendantes qui vont à chaque fois faire des vérifications ou quoi que ce soit pour être sûr que bah voilà, t'as pas un petit malin qui est venu et qui a mis une espèce d'équation mathématique pour avoir accès à n'importe quelle clé privée ou autre. Euh, donc oui, après faut voir l'implémentation, mais c'est sûr que dans un endroit où du coup
c'est une blockchain, c'est sur le layer 1, c'est décentralisé, bah, personne ne pourra mettre à jour du jour au lendemain le smart contract comme eux ils peuvent le faire parce qu'ils sauvegardent Mm. quand même une certaine priorité. Priorité, et ils sont quand même propriétaires du smart contract. Donc si le lendemain, du jour au lendemain, ils veulent changer le code pour dire bah en fait finalement voilà, la régulation elle a changé, donc maintenant il faut qu'on récupère toutes vos données. Voilà, bah du coup demain on le fait. Bah, personne ne peut les empêcher. Vu que vu que ça leur appartient et vu que c'est un smart contract sur lesquels ils ont accès de A à Z, ils peuvent mettre à jour le code n'importe comment ou quoi que ce soit. Alors que dans une blockchain complètement décentralisée, bah, si les gens ils veulent pas, ils vont juste forquer et voilà, merci, au revoir. Il y aura pas de problème. Mm. Moi, si maintenant demain on me tape sur la gueule et on me dit bah putain demain faut que tu nous sortes toutes les balances de tous les gens de Xelis, je vais faire, bah, tu veux que je fasse comment? J'ai aucun accès aux balances, et même si je fais une mise à jour, bah qu'est-ce qui va me pourquoi la communauté suivrait un truc qui va être contre eux en fait. Donc moi je pourrais rien faire par rapport à ça. Et du coup, d'un côté, ça me protège moi, parce que j'ai pas d'accès supplémentaire par rapport aux autres personnes qui participent au réseau, mais et ça protège également toute la communauté. Parce que si eux, maintenant, demain, ils sont pas contents avec une décision du projet, bah, ils forquent et ils créent leur propre blockchain avec une autre décision ou quoi que ce soit, et merci, au revoir. C'est ça la force que ce soit décentralisé en Mm. fait. Pareil, si quelqu'un de la team maintenant il est pas d'accord, bah, il peut créer son fork et il va faire son projet de son côté, comme on l'a vu avec tous les clones de Bitcoin, etc. Avec BCH, Mm. BTC, SV, etc. Ok. Ok, je vois. Moi, j'ai peut-être une question bête. En fait, souvent j'entends parler que le FHE ou tout ce qui est homomorphic encryption, tu as besoin de toute façon d'une clé d'encryption, et donc il y a toujours ce problème de se dire, OK, c'est privacy tout ça, mais il y a toujours quelqu'un qui a accès, potentiellement à la donnée, en tout cas à la clé d'encryption. Comment ça se passe sur Xelis? Qui c'est qui a la clé d'encryption? Ou est-ce que c'est partagé? Je sais pas du tout en vrai. Alors, tu as le chiffrement symétrique qui est avec seulement une seule clé. Donc, en gros, Mmh. cette clé-là, c'est symétrique parce que du coup, tu vas pouvoir chiffrer et déchiffrer avec cette clé. Donc, toutes les Ah personnes qui ouais. possèdent cette clé en particulier peuvent se permettre de chiffrer et déchiffrer. Dans 99% des projets, j'espère 100% en fait, c'est du chiffrement asymétrique. Donc en gros, ça veut dire que tu as une clé privée qui va être dérivée à l'aide d'une formule mathématique pour te créer une clé publique. La clé publique te permet de chiffrer, mais la clé publique te permet seulement de déchiffrer. Donc la clé privée, tu la gardes pour toi dans ton wallet, c'est celle qui te permet Mmh. d'accéder à tes fonds, etc. C'est celle qui est représentée par du coup les sites phrases, etc. Mmh. Et la clé publique, en fait, c'est simplement ton adresse Bitcoin, ton adresse Xelis, etc. Là-dedans, tu as ta vraie clé publique et n'importe qui peut chiffrer avec ta clé publique. Donc, pour créer une transaction, ils vont chiffrer la valeur qu'ils t'envoient. Ils vont faire une proof pour dire, bah voilà, dans cette valeur chiffrée, il y a telle valeur, c'est pas plus haut que ma balance, voilà. Il peut envoyer la transaction, et toi, avec ton wallet, du coup, qui contient la clé privée, il n'y a que toi qui peux déchiffrer ce Mmh. montant et déchiffrer ta balance également. Donc c'est C'est la clé d'encryption, c'est le wallet qui l'a? la clé privée, ouais. Ouais, oui, bon là, comme sur toutes les blockchains du coup, mais là ça joue Oui, un rôle d'encryption. OK. c'est ça. Ah d'accord, OK, OK. Oui, oui, c'est vrai que c'est simple, et Clé publique te permet de mmh, chiffrer, alors que la clé privée te permet seulement de déchiffrer. Mais la clé privée te permet de créer la clé publique. Et c'est comme une fonction de hash, tu peux pas revenir à partir de la clé publique, tu peux pas revenir sur la clé privée, en gros, OK, pour OK, je vois. schématiser le Stylé. truc. OK, OK, trop bien. Et j'avais une question sur, le DeFi. Alors Ouais, il y a plein de gens qui ont FUD à cause de ça, et à chaque fois je dis, Octa, le DeFi il était à 30 au lancement. Toi de base tu l'avais mis à 15 il me semble, mais tu c'est t'es ça, ouais. gouré quelque part, c'est ça? Ouais, en gros, bah, Ouais. c'est la seule partie que je testais pas parce que j'étais en mode, bah, voilà, il y a des trucs plus importants et cetera. Pour Mmh mh. moi, j'avais vu sur le wallet, bah, voilà, je reçois des thunes, ça a l'air de marcher, c'est bon, voilà, problème réglé. Et du coup, au mainnet, quand j'ai calculé, j'ai vu que je m'étais trompé. Donc, bah, c'était tombé à 10 parce que j'ai décalé de 1 un index, en gros, dans la fonction qui permet de calculer le pourcentage. Et du coup, bah, c'est à 10 et ça passera à 5 au lieu de faire 15, 10, 5.
Ok, moi ça me fait rire, mais oui, je trouve ça très 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 bien. Ouais, C'est voilà, fou. c'est un petit Oh, truc. mais ce qui est bien, c'est que tu t'es pas dit, bah vas-y, c'était pas ce que je voulais au départ, je remets à 15, tu vois. T'as dit, bon, bah c'est comme ça, et puis basta. Ouais, Ouais. peut-être que j'aurais dû, hein. Aïe, aïe. Et du coup, pendant que vous discutez de ça, je suis allé vérifier sur le white paper de l'ERC20 Compliance de Circle, et c'est quand même vachement, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en mode, on va essayer de mettre les deux ensemble, c'est marqué précisément que ça va permettre de voir les balances à des parties autorisées tout en conservant la privacy. Donc, je sais pas trop comment ils comptent faire ça. Ça me paraît, ça paraît vachement flou, mais du coup, ça revient à ce qu'on disait. Au final, Xelis va permettre de le faire de manière permissionless dans tous les cas, peu C'est importe ce ça. qui se passe. Et Ouais. Circle peut pas se faire taper sur les doigts, etc. Donc, Ouais. donc ouais, ça reste quand même. On peut pas dire que ce que Circle est en train de faire peut tuer Xelis, au contraire. Parce qu'il reste toujours ces risques de partie, de troisième partie, et du fait que Circle soit centralisé, etc. Yep. Tout à fait. Et du Et coup, oui, vas-y. Vas-y, je t'en pour terminer, est-ce que qu'est-ce qu'on a à court terme qui va arriver sur Xelis? Alors on sait qu'il y a les smart contracts qui arrivent prie. Q1 2025, tu t'es engagé à le faire. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut avoir à se mettre sous le coude de manière plus ou moins rapide? Est-ce que tu as des petites infos sur ce sujet? On veut des Euh, alphas. euh, C'est ça. Bah, tous les jours, en gros, on travaille sur différents trucs, tout ce qui nous passe par la tête ou quoi que ce soit. Mais du coup, bah, récemment, on a sorti les balance et ownership proof. J'ai recodé également à nouveau le système de handshake du peer-to-peer. Donc en gros, ça nous permet d'être encore plus sûr que du coup, avec ton node, bah, chaque node a un serveur peer-to-peer. Et il va se connecter à d'autres nodes à chaque fois. Bah, actuellement, le trafic, il est complètement chiffré. Et la clé change tous les 1 giga de données transmises ou quoi que ce soit. Ok. Bah, pour être sûr qu'en fait, il n'y a pas un mine in the middle, donc une personne entre un attaquant qui va être au milieu et qui va essayer d'écouter et de simuler le changement de clé, etc., et de tout intercepter pour voir les données qui sont transmises. J'ai mis en place un key exchange avec Diffie-Hellman qui va permettre en gros du coup d'avoir une clé publique et une clé secret qui permet du coup de générer un shared secret. Donc en gros, ça va être un petit mot de passe qui va être généré des deux côtés sans être transmis lors de la connexion des deux nodes. Et du coup, on pourra faire en sorte que bah voilà, tu es sûr de communiquer avec la personne en face. Quoi. Tu sais que maintenant, moi, je veux parler avec Joystar. Bah, je sais à 100% que ça va être lui parce que du coup, la clé publique qu'il va m'envoyer, c'est celle que soit j'avais déjà stockée dans ma base de données parce que du coup, je peux la comparer et que du coup, en fait, il peut pas il n'y a pas une personne au milieu qui va venir et qui va remplacer à chaque fois pour générer le shared secret ou quoi que ce soit. Il peut pas l'intercepter en fait. Il pourra pas décrypter. Donc ça c'est une petite mise à jour. Après on travaille sur les exchanges, des listings toujours parce que c'est ce que la communauté demande principalement. Le problème c'est que ça demande beaucoup d'argent. En fait, je m'attendais pas à ça, mais du coup il faut que tu payes les frais de listing qui sont tout le temps anormalement élevés. Ça je comprends pas comment ils ont réussi à mettre ça en standard. Mais bon, on est une petite crevette dans l'océan. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé de suivre le mouvement. Et en fait, tu dois aussi avoir un market maker parce que du coup, ils veulent pas que tu aies un order book qui soit vide sur leur exchange parce que du coup, ça leur donnerait une mauvaise réputation ou quoi que ce soit. Donc, tu es obligé d'aller chercher un market maker. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe avec un bot de remplir les order books. En gros, ils vont dire, bah voilà, le prix il est à 5 dollars, et ben il faut qu'à 5 dollars il y ait de la liquidité en fait, que tu puisses acheter et que tu puisses vendre. Comme ça, du coup, les personnes qui veulent acheter ou vendre, bah, ils peuvent facilement, sans trop faire bouger le prix ou quoi que ce soit. Mm. Et ça permet d'avoir plus facilement bah, du volume, en fait. Parce que si tu n'as pas de liquidité, qui va acheter, qui va vendre, en fait. Donc, tu es obligé de fournir les fonds, donc en USDT et en la répartie en token, donc ici en Xelis pour nos coins. Et voilà, donc ça te fait énormément de frais d'un coup.
Donc tu dois payer en gros le listing, tu dois payer une entreprise et tu dois en plus fournir des fonds absurdes à chaque fois pour chaque compte et pour chaque exchange. Heureusement, il n'y a pas tous les exchanges qui demandent ça. Et ça, c'est franchement top parce que je trouve ça horrible. C'est une mauvaise pratique en fait. Ouais. Faudrait juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent et voilà. Mais bon, qui suis-je pour remettre le système en question? Voilà. Donc ça prend du temps. En plus, les négociations à chaque fois, parce que t'as des exchanges qui sont juste avec énormément de fake volume et qui viennent te dire Ouais, on est top 10 sur c'est ça. CoinMarketCap, regardez avec le volume, nanana. Mais tu regardes leur preuve de réserve, ils ont 1 milliard, c'est leur propre shitcoin quoi. Ils ont après le deuxième, là je vise spécifiquement Bitmart, où en gros c'est On des donne les conneries noms. quoi. Ouais, ils ont pas d'USDT, ils ont pas de Bitcoin ou quoi que ce soit dans leur preuve Ok. de réserve sur CoinMarketCap et ils te demandent on fait le listing à 50K mais on peut vous le faire à 30K et du coup tu te fais harceler sur Telegram, c'est horrible. Donc prendre Oh my God. de bons exchanges, ça prend du temps parce que du coup ils veulent une certaine, surtout que nous on n'est pas doxé, on n'est pas une entreprise ou quoi que ce soit. Donc Bah ils ouais. veulent voir un certain historique sur le projet, ils veulent voir la communauté, si elle est active ou non, si eux ça peut leur rapporter de nouveaux utilisateurs, etc. Et voilà. Donc on est en contact avec la plupart des gros exchanges en fait qui sont selon moi sérieux. C'est juste ils sont en monitoring pour le moment, ils attendent. Après on en a d'autres. Normalement on devrait peut-être en avoir un qui arrive prochainement. Mais je vais pas le nommer parce que je sais pas si on a le droit. Mais Ah. voilà, C'est c'est quoi? un Top petit 5, top exchange. 10? Aucune idée, c'est. Attends, je C'est vais un nom regarder. complet? Ah, Ouais, c'est un truc pour les proof of work, quoi. C'est pas un gros exchange, mais c'est ah toujours oui, bien à savoir, quoi. il faut Et voir, ouais, je ça vois. rajoute toujours un peu plus de liquidité, de volume et du coup, de personnes, en fait. Parce qu'un listing, bah, ça fait toujours un peu de publicité quand ils tweetent et quand t'es affiché sur leur site comme nouveau listing, quoi. Ça fait toujours des vues en plus. Et puis, c'est ce que le peuple réclame, donc on doit leur donner. C'est ça. Bah, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que parce que là, on a beaucoup parlé de technologie, qu'est-ce que toi, tu vas amener à Xelis pour, le rendre performant, très utile, tout ça? Mais, justement, le peuple, ce qu'il réclame, c'est qu'est-ce que tu vas faire à côté pour, le marketing, pour, ou pour même attirer des mineurs? Parce que je crois que tu as des alors, il y a aussi le côté pools, tu as eu des pools, Ouais. qui ont un peu tronqué les chiffres, mais je crois que quand même tu as des mineurs qui sont partis à cause de Aléo, tu m'as dit? Comment est-ce que tu réattires ces gens-là? Quels sont tes plans, en fait, pour ce côté beaucoup plus, spéculatif, hein, faut le dire? Bah, faut réussir à créer de la hype en fait, tout simplement pour que les mineurs se disent Mmh. tiens, je vais commencer à le miner maintenant parce qu'il peut prendre de la valeur grâce au futur listing, aux futures mises à jour, etc. Et du coup, vu que la difficulté va augmenter, la rareté du coin va du coup, le coin en fait va devenir beaucoup plus rare. Donc il y aura moins de personnes qui vont recevoir un Xelis complet à chaque fois, donc ils vont moins vendre, etc. Et ça va faire monter le prix. Donc ça, c'est ce que Mmh. les gens s'attendent. Après, comment les attirer directement? Bah, du marketing, mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant, les gens, tout ce qui est minage, etc., ça n'a plus rien à voir avec avant 2017 ou avant Ethereum. Euh, Maintenant, les gens, ils regardent, ils vont sur hashrate.no ou what to Mmh. mine, etc., ce genre de site, ils vont regarder le top 1 qui est top rentabilité, en fait, tout simplement. Et ils vont juste aller dessus, ils vont le miner, ils vont le vendre directement pour un autre coin C'est qu'ils aiment, ça. et voilà. Donc, tu peux, Mmh. c'est assez galère d'attirer des nouveaux mineurs. Donc, Ouais. ce que j'essaye de faire en fait pour attirer de nouveaux mineurs, c'est attirer les poules. Parce que les poules, elles ont ils ont quand même des mineurs assez fidèles à des moments, et ils se disent, bah, moi je me dis, bah, s'ils ont pas Xelis, ils vont pas le voir. Et s'ils ont jamais entendu parler de Xelis et d'un coup il est listé sur leur pool, ils vont se dire, tiens, pourquoi pas, je vais peut-être essayer de le miner pour un jour ou deux ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas que les exchanges pour moi pour faire du marketing ou attirer des mineurs. Il faut aussi les pools, tout ce qui est relié au minage, donc également les mineurs, les développeurs de mineurs sur GPU. Donc Mmh. parce que eux du coup ils ont quand même une très bonne renommée dès qu'ils font des bons trucs quoi. Donc forcément si tu arrives à attirer les pools et les développeurs de mineurs, bah tu vas automatiquement attirer des mineurs parce que tu vas rendre le process plus simple pour réussir à miner ta crypto. Mmh. Et plus tu as de mineurs, plus il y a de la rareté pour le coin et du coup plus le prix peut fluctuer quoi. OK.
Et il y avait un autre aspect je trouvais que c'était une très grande force de Xelis. Alors, encore une fois, c'est de la spéculation. Je sais que tu es là pour la tech, tu es là pour. Voilà. Mais c'est aussi ce que j'en veux l'entendre, hein, c'est comme ça. Tu avais des gros influenceurs US qui étaient fans de ton projet. Est-ce que Ouais. est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu penses qu'ils vont revenir? Parce que c'est vrai qu'on a vécu un été assez dur. Qu'est-ce que tu vois, toi? Aucune idée. Aucune idée. Aucune Moi, idée? je fais juste mon boulot et voilà. Bah Faudrait ouais. surtout voir avec Cyber en fait, qui lui essaie de gérer tout ce qui est communauté. Mais ouais, Mhm. j'étais moi-même très étonné d'être Mm. chillé par autant de Ouais. personnes sur Twitter dès le début, quoi. Parce que comme dit, Mm. moi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à lancer, à voir 20 pélos qui vont se connecter, qui vont miner, voilà, qui vont me dire good morning tous les jours et c'est bon, quoi. Je m'attendais pas à avoir 3000, 4000 personnes qui vont venir d'un coup et floudent le chat, quoi. Donc Mm. ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit putain, on a quand même réussi à attirer pas mal de monde dès le début. C'est une bonne chose, on est sur la bonne voie, Mm. faut juste continuer et y aller encore plus C'est fort ça. et toujours plus loin, quoi. Mm. Ah, c'est clair. C'était un très très beau début en tout cas, ça c'est clair. Ouais. Mm. Et petite dernière question avant de terminer, est-ce qu'on a une idée du coût qu'il faut pour le coût du minage actuellement sur Xelis? Est-ce qu'on a des dashboards, des idées de ce côté-là? Alors je l'ai pas calculé et je peux pas te répondre directement, mais tu peux le calculer par rapport. Ça dépend de chaque GPU en fait. Il faut juste voir ou CPU. Il faut juste voir le hash rate qu'il peut produire, ton coût, donc ton prix par kilowattheure. Donc si tu payes 23, 24 centimes d'euros par kilowattheure, bah Mm. déjà t'es en Europe, c'est pas une bonne idée de miner quoi. T'es rarement profitable, sauf pendant les bull runs, mais là du coup faut vendre en fait. Faut pas acheter, faut Bah, c'est ça. vendre pendant les bull runs parce que t'as tout le Mm. monde qui se rue dessus. Bref, pour Xelis, il y a pas vraiment, j'ai jamais fait le calcul en gros pour savoir combien revient un Xelis pour être produit par minage, mais je sais pas, je dirais ça doit être dans les 3 dollars de ce que j'avais vu en gros. Il y a une personne Mhm. qui follow pas mal ça et qui fait souvent des calculs, c'est Wolsani sur le Discord. Xelis pour le coup, et lui il fait souvent des updates et des fois je lui demande. Et la dernière fois je lui avais demandé, et les grosses farms du coup, donc les big farms avec genre 2000 GPU, etc., avec un prix de kilowattheure à 3 voire 5 centimes dollars par kilowattheure, ils sont à du 2-3 dollars par Xelis. Mais ça c'était Ah quand ouais. la difficulté était un peu plus haute. Là je sais Mhm. pas du tout, faudrait que je lui demande. Ok. Ok. Et du coup, le prochain halving, c'est quand? Alors, bah, du coup, le bloc reward, il descend à chaque bloc en fait. Donc il n'y a Ah pas oui, c'est de vrai. halving. Ouais. Putain, j'ai C'est pas comme dit. Merde. Monero pour le coup. Hmm. Ok. Du coup, Ok. chaque Ok. jour, en fait, ils reçoivent un peu moins les mineurs. Hmm. C'est cool. En vrai, c'est C'est pour cool. que ce soit smooth en fait et que t'aies pas de Bah halving ouais. du jour au lendemain où ça cut en deux, quoi. Hmm. C'est brutal, en vrai, les halvings C'est ça. en plus fort. Ouais, Ouais. tout à fait. Et Hmm. ça, si t'as une petite crypto et que du jour au lendemain, bah, tu divises par deux tes récompenses, bah, tu vas diviser par deux la sécurité de ton réseau parce que du coup, tu auras 2 fois moins de mineurs. Parce que tu as une partie qui Hmm. va se barrer pour un autre projet et voilà. Bah, c'est Donc, ça. Faut que le prix sauf, suive. Et t'es pas ouais, sûr. c'est ça, c'est ça, Hmm. c'est ça. Hmm. Ouais. Des considérations qui se posent pour Bitcoin, mais ça mériterait de faire Ouais. d'autres émissions On va pas faire ça avec des maintenant. Bitcoiners et tout ça, c'est pas le sujet. Hmm. Et écoute, on va terminer par une question beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que toi, en tant que Slix, développeur de Xelis, tu donnerais comme conseil à un jeune investisseur, mais non pas un conseil financier en mode acheter ci ou ça, mais plutôt un conseil qui peut les aider dans leur vie d'investisseur de manière générale. Regarde pas les gens, regarde le projet, regarde ce qu'ils font. Hmm. Et si t'es pas assez technique, essaye de trouver quelqu'un en qui t'as confiance, qui est suffisamment technique pour aller dig vraiment le code. Parce que t'as des gens, ils peuvent juste faire un copier-coller, ne pas le mentionner, et ils vont dire voilà, on a fait un truc révolutionnaire, salut les gars, venez chez nous, quoi. Ça, c'est pas possible. Ouais. Faut arrêter avec les titres des gens ou quoi que ce soit. Ah, lui, il a fait tel projet. Ah, lui, il était connu parce qu'il était PDG, machin, ou quoi que ce soit. Ça veut rien C'est vrai. dire. C'est totalement aléatoire. Notre monde est entièrement aléatoire, en fait. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc, voilà. Faites attention, par contre. C'est tout ce que je Ouais, peux c'est dire. ça. Bah oui, Bah t'as bien écoute, raison. une très belle fin.
on va pouvoir s'arrêter là. C'était une très belle interview. J'espère que tous ceux qui Ouais. nous ont écoutés ont apprécié. Il y a eu plein de bonnes choses, des choses plus techniques, des choses plus simples à comprendre. En tout cas, Mm. merci Slix d'avoir fait le plaisir d'être avec nous. J'espère que tu as pu Merci à vous. développer tout ce que tu voulais autour de ton projet. Ouais, Mm. tout à fait. Ouais. Moi, Ouais, c'était parfait. merci vraiment. Ça me fait Eh ben, super écoute, plaisir. c'était avec grand plaisir. Et tous ceux qui écoutent bien sûr l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur YouTube et dans le Discord Decrypted. Vous avez Slix qui est en plus présent sur le Discord et Oui. qui de temps en temps passe une tête entre deux journées pleines de code. Et en tout cas, merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.